Audience à la primature, le Premier ministre Kwadwo Ousou-Jano a échangé avec Philippe Carter III, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il a été question de la coopération entre Abidjan et Washington. Dans ce 20h, les temps forts de la réunion des États membres de l'Union du fleuve Mano, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, une concertation sur la sécurité et le renforcement de la sécurité transfrontalière. La communauté internationale prépare à Bamako l'intervention militaire dans le nord du Mali occupé par les rebelles et islamistes. Ce sont les principaux titres. Bienvenue au 20h, le point de l'actualité nationale et à l'étranger. Un invité dans ce journal, M. Meïté Sindou, secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Avec lui, nous ferons le bilan de l'atelier consacré à l'élaboration de la loi relative à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le niveau de corruption dans notre pays est très élevé. À l'échelle mondiale, la Côte d'Ivoire occupe la 154e place sur 182. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes. Commençons par la primature où le Premier ministre s'est entretenu avec Philippe Carter III, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'audience a été consacrée à la coopération entre les deux pays et à l'implication des États-Unis dans l'organisation des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Le point avec Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, a rendu visite cet après-midi de mercredi au chef du gouvernement ivoirien, Ousou Kwadwo-Jano. La coopération entre les deux pays était à l'ordre du jour, mais les échanges ont aussi porté sur la participation des États-Unis aux prochaines échéances électorales dans le pays. Nous sommes prêts d'aider avec la question de réforme, la question de CEI, la question des codes électoraux, questions comme ça. Ça sera plus difficile. Et aussi, nous sommes bien prêts pour engager votre Assemblée nationale dans cette question, parce que ça c'est très important. Le récent sujet du rapport d'Amnesty International a été aussi visité par l'ambassadeur américain. Philippe Carter III a dit partager la vision de cette institution sur la question des droits de l'homme. Il s'est toutefois dit satisfait de la réponse du gouvernement ivoirien. J'ai constaté aussi la réponse du gouvernement. C'était une réponse très constructive et positive à cette question. Sandy, l'ouragan qui a soufflé ces derniers jours sur les États-Unis, s'est aussi invité aux échanges. Le Premier ministre Ousou Kwadwo-Jano a dit toute sa compassion aux diplomates qui lui a assuré de la ferme volonté des États-Unis à bien vite s'en relever. Ça a été un choc pour nous aux États-Unis. Il y a beaucoup de dégâts. Je suis très triste qu'il y a des vies qui étaient perdues dans cet orage, mais je suis confiant que, comme avant, que nous allons adresser le problème, nous allons reconstruire, nous allons recommencer et nous serons plus forts qu'avant. Dans l'actualité également, la séance plénière à l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis cet après-midi pour adopter l'ordre du jour de la deuxième session de l'année 2012. Ce sont au total 15 projets de loi, dont la loi des finances 2013, des séances d'information et des séminaires qui sont prévus au calendrier des députés entre le 7 novembre et le 21 décembre prochain. Des précisions avec Thomas Bayenchi. Du 7 novembre au 21 décembre, pendant tout juste 51 jours, les députés seront à la tâche, sans interruption, même les fins de semaine, pour déférer à leur obligation constitutionnelle de votation des lois. En dehors de la loi des finances au budget 2013, les députés auront à examiner, éventuellement voter aussi, 14 autres projets de loi. Il s'agit, entre autres, de modifications de la loi de 1964 sur le mariage, du projet de loi sur l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise, des projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et de modification de 6 articles du Code électoral. Des séances d'information sont prévues. Ainsi, l'ambassadeur de France viendra-t-il entretenir les députés le 7 novembre du contrat désendettement développement. Les membres du gouvernement en charge des questions de l'enseignement supérieur, du primaire et du secondaire, ainsi que de l'enseignement technique et professionnel, sont attendus à l'Assemblée nationale le 9 novembre. La situation sécuritaire du pays fera aussi l'objet d'échanges avec les députés, de même que la question de l'opportunité de l'usage du gaz par les autobus de la SOTRA. Quant au projet de budget 2013, il sera bien entendu présenté par le ministre de l'économie et des finances en 5 séances, du 26 au 30 novembre. L'innovation cette année, le ministre de l'économie et des finances sera accompagné à ces différentes séances par en tout 26 membres du gouvernement. Les députés pourront ainsi aller dans le détail de l'examen des budgets, ministère par ministère.
Je vous l'annonçais dans les titres, la concertation des États membres de l'Union du fleuve Mano. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Une rencontre pour parler de sécurité et de paix. Les représentants ont passé en revue les crises politiques et militaires qui ont perturbé la sous-région. Il a été donc question du renforcement de la sécurité transfrontalière, de la libre circulation des personnes et des biens. Des précisions avec Lassina Fofana. Au nom de la Guinée-Conakry, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, les experts délégués ont décrit une situation sécuritaire sous-régionale grandement perturbée, mais pas du tout désespérée. Le temps n'est donc plus à l'observation de cette situation, comme l'a rappelé la secrétaire générale adjointe de l'Union du fleuve Mano, mais à l'action. Il faut un programme de gestion des frontières communes, une synchronisation des horaires d'ouverture et de fermeture, la levée des restrictions de la libre circulation des biens et des personnes, et enfin, il faut harmoniser les certificats de voyage d'urgence assortis de frais. C'est la voie à emprunter et c'est inévitable. Il n'existe donc pas d'alternative à la solidarité et à la mise en commun des moyens pour combattre l'insécurité à nos frontières. Il apparaît évident que c'est ensemble que nous réussirons ou nous ne réussirons pas. Il est indéniable que nous avons besoin de frontières sûres. Une idée appuyée par Paul Kofi Kofi. Pour revenir à un environnement stable, a-t-il ajouté, il y a une impérieuse nécessité à établir des unités conjointes de sécurité et de la restauration de la confiance dans l'union du fleuve Mano afin d'aboutir à des actions pérennes. Il faudra aller bien au-delà de ces objectifs et rechercher des programmes de consolidation de la paix, du contrôle des armements, de lutte contre le grand banditisme dans le cadre de la gestion de la sécurité transfrontalière. Les résultats de ces travaux préparatoires qui ont démarré ce matin seront soumis à l'appréciation des ministres le 2 novembre prochain. Et ce communiqué, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale informe les populations de Daloa que la double cérémonie de prestation de serment et de baptême de promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie initialement prévue le vendredi 2 novembre aura finalement lieu le lundi 5 novembre à 9h à l'école de gendarmerie de Torogué dans le département de Daloa. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale tient à s'excuser auprès des populations et des parents d'élèves pour les désagréments causés à cet effet. Par ailleurs, il invite les populations de Daloa à participer à ces cérémonies prévues à la date indiquée. Une délégation de la division des droits de l'homme de l'ONUCI a échangé avec Ange Kessi, le commissaire du gouvernement. Ensemble, ils ont parlé des procès de la République en cours. Ils ont également examiné la question relative au traitement des personnes incarcérées. Les détails avec Abou Sanogo. Il s'agit pour la délégation de la division des droits de l'homme de l'ONUCI de s'informer sur la suite des procès, de l'état des détenus ainsi que le traitement accordé aux personnes incarcérées dans les différents lieux de détention. Sur le premier point, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a rassuré la délégation de l'ONUCI en lui faisant comprendre que les procès se poursuivront jusqu'en mars 2013. Concernant les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commissaire du gouvernement a rappelé qu'à la suite du procès contre les militaires poursuivis pour assassinat d'un gendarme de l'ONUCI d'origine nigérienne ainsi que celui des militaires arrêtés suite aux attaques des bases des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Abidjan, s'ouvriront 5 procès concernant les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire poursuivis devant le tribunal militaire d'Abidjan pour assassinat ou violation grave des droits humains. Le prochain procès post-crise, initialement prévu pour le 8 octobre, aura lieu le 21 octobre prochain avec la comparution de 3 officiers qui ont assassiné un soldat de l'ONUCI d'origine nigérienne avant de violer sa concubine, une Ivoirienne. Il risque 20 ans de prison. Dans quelques instants, l'invité du 20h, M. Meïté Sendou, secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Nous parlerons avec lui de l'élaboration d'une loi relative à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit, le niveau de corruption dans notre pays est très élevé. À l'échelle mondiale, la Côte d'Ivoire occupe la 154e place sur 182. Dans quelques instants donc. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu l'association des villes et communes de l'Ouest montagneux de Côte d'Ivoire et des élus français. Les entretiens ont essentiellement porté sur la coopération décentralisée. Le point avec Hugues Herviblé.
Pour les élus français, autant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, c'est un retour gagnant. La coopération décentralisée entre l'ARDECODE de France et la Vicomsi a permis à l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire de bénéficier d'importants dons et projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. Les hôtes du ministre Ahmed Bakayoko lui ont notifié qu'il s'agit avec la fin de la crise de la reprise de cette coopération. Nous souhaiterions informatiser les administrations et les mairies dans tout ce qui touche le domaine de l'état civil, des collectivités, des 18 montagnes. Nous sollicitons, Monsieur le ministre d'État, votre soutien pour ce projet important. La reprise de la coopération entre l'ARDECODE et la Vicomsi ne peut qu'être bénéfique à la Côte d'Ivoire. J'ai bon espoir que tous les projets que vous allez mettre en œuvre en collaboration avec les élus de 18 montagnes et le soutien du gouvernement que je ne manquerai de vous apporter, que nos populations auront un ressenti qui va les engager davantage à l'espérance, à la réconciliation et au développement. L'association Les Amis de Mon que dirige Blond Ursuline a permis de faciliter la relance de la coopération entre l'association régionale pour la coopération décentralisée de la région de Franche-Comté en France et l'association des villes et communes de Côte d'Ivoire. Raquettes, dessous de table, détournement de deniers publics, corruption pour tout dire, le gouvernement ivoirien n'en veut plus. Il est de plus en plus question de l'élaboration d'une loi relative à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'est une priorité pour le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Yamoussoukro, Alexis Ouedraogo. Des conventions internationales en matière de lutte contre la corruption existent. L'État de Côte d'Ivoire les a ratifiées le 11 novembre dernier et entend aujourd'hui, conformément aux prescriptions en vigueur, les inclure dans ces textes de loi. Objectif, lutter de manière efficace contre la corruption dans le pays. C'est d'ailleurs tout l'exercice de la rencontre cette semaine dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités du gouvernement avec des partenaires au développement. Depuis bien longtemps, les gouvernants ont essayé de lutter contre le phénomène de la corruption. Ainsi, des textes ont été pris. Nous avons les dispositions pertinentes du code pénal qui sanctionnent les pratiques anti-corruption. Mais l'existence, malheureusement, des dispositions pertinentes du code pénal n'a pas réussi à décourager ou à dissuader les acteurs des actes de corruption. La lutte contre la corruption a aujourd'hui de nouvelles exigences liées à sa complexité et à ses ramifications diverses. La communauté internationale a donc décidé de s'organiser et de s'accorder sur une nouvelle stratégie de lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire a entamé un processus de réflexion sur une loi de lutte contre la corruption, laquelle découle des engagements pris au niveau international et régional, en particulier la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et le PNUD des parties prenantes de cette convention. Nous avons également un mandat spécifique puisque nous avons un mandat de promotion de la bonne gouvernance et que le PNUD considère que la corruption est en fait le signe d'un dysfonctionnement, d'un défaut de gouvernance. La Côte d'Ivoire dispose depuis 1977 d'une loi sur la répression de la corruption, loi qui ne prend cependant pas en compte les aspects de prévention, d'assistance, de recouvrement des avoirs. L'élaboration d'une nouvelle loi devrait corriger ce fait. Elle permettra à la Côte d'Ivoire de disposer d'un dispositif juridique et institutionnel plus efficace pour la lutte contre la corruption. Bonsoir, Monsieur Meïté Sendou, secrétaire d'État à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique ce rang occupé par notre pays au niveau de la corruption? C'est une question véritablement pertinente. Je crois qu'une des réponses que l'on peut apporter, sans embâche et sans détour, c'est les crises cycliques que la Côte d'Ivoire connaît depuis quasiment 2 décennies. Des crises qui, l'on le constate, tous les rapports le constatent, les rapports des partenaires au développement, des bailleurs de fonds internationaux, des rapports internes commandés au plan national, au plan institutionnel, tous les rapports le disent,
les crises politiques majeures, la crise économique de la fin des années 80, notamment a déréglé tout le cycle institutionnel de la Côte d'Ivoire, affaibli notamment l'autorité de l'État et même remis en cause le fonctionnement du cycle démocratique. Et la corruption en général n'est que la conséquence d'un déficit de justice et un déficit démocratique. À quel moment partons de corruption? Quand on parle de corruption, il s'agit de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez partir par des exemples assez précis? Mais pour expliquer tout simplement à la population, la corruption, c'est quand, dans une position publique précise, quand un détenteur d'un mandat public précis, qui, dans le cadre de ses prérogatives, doit exécuter en direction des usagers, quels qu'ils soient, société civile, secteur privé, donc public, doit exécuter une prestation qui fait partie de ses prérogatives normales. Quand l'État est installé dans son rôle régalien, donc d'assumer sa mission de service public, quand partant de cette posture, par des voies détournées, donc on demande un avantage, une commission, une rémunération, donc en sus de ce qui est déjà inscrit dans les prérogatives normales pour lesquelles on est normalement rémunéré donc par la dépense publique, là on est dans un phénomène de corruption active. Alors quels sont les secteurs qui sont touchés au niveau de la Côte d'Ivoire? On a cité le milieu de la justice, on a cité le milieu de l'éducation, de la sécurité, c'est bien ça, vous confirmez? Oui, c'est vrai que M. Mobio, je vous vois très intéressé pour déflorer vraiment un grand débat. Nous, au niveau du secrétariat, nous avons effectivement, vous l'avez dit également dans votre reportage, en charge de la coordination donc de toutes les initiatives de l'État en matière de bonne gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, en matière de moralisation de la vie publique. Nous sommes à cet effet en train aujourd'hui de conduire une étude d'ampleur. Nous allons associer quelques partenaires de développement à cette étude pour essayer vraiment d'établir un vrai rapport de la gouvernance au maximum au plus tard à la fin du premier trimestre 2012 pour que nous ayons l'impact exact donc des actes de malgouvernance donc sur la vie socio-politique et économique de l'État de Côte d'Ivoire et que nous ayons un impact précis de l'incidence de la corruption donc sur l'activité. Parce que sur ce point, effectivement, ce sont des études qui sont très difficiles à mener parce qu'il s'agit, comme vous le disiez tout à l'heure, de dessous de table, d'activités cachées, d'activités illicites pour lesquelles les États doivent avoir de gros moyens d'investigation pour la détection et l'évaluation. Mais pour vous donner vraiment un indicateur, c'est celui qui circule le plus couramment dans les milieux autorisés, c'est que la corruption impacte pour pratiquement 148 milliards de dollars à l'échelon de l'économie africaine, soit pratiquement 25% du produit de la richesse produite en Afrique. Donc quand on le ramène vraiment au niveau de la Côte d'Ivoire, avec un budget qui dernièrement a été fixé par le ministère de l'économie et des finances à environ 3800 milliards, vous voyez, c'est quasiment près de 1000 milliards qui partent, en tout cas dans la poche de quelques potentats au détriment donc, de la majorité de la majorité. Quand vous convertissez ça en école, en centre sociaux, en centre de santé et tout ça dans les localités, en dépenses publiques à mettre à la disposition des collectivités pour le développement, en infrastructures routières, vous vous rendez compte donc de l'état de déperdition et de l'impact hautement négatif sur l'économie. D'accord. Alors vous vous êtes rendu à Yamoussoukro pour dire quoi et pour aboutir à quoi exactement? C'est une très bonne question. Nous sommes allés à Yamoussoukro, je le dis vraiment sans embâche, sur une instruction ferme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc le chef de l'État, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir il y a quelques semaines pour nous demander de donner de la vigueur à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cette lutte contre la corruption doit rentrer dans une phase active. Et c'est une instruction ferme du Président de la République de ce point de vue. En clair, nous allons entamer d'organiser, de planifier, c'est vrai que les Ivoiriens n'aiment pas ce terme, la guerre contre la corruption. Et comme vous le savez, toutes les guerres s'organisent, toutes les guerres se préparent. Pour mener la guerre, il faut des moyens, il faut des armes, et les armes que le secrétariat national de la gouvernance et au renforcement des capacités prépare pour tenir à la disposition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce sont des textes et des organes. Parce que la Côte d'Ivoire veut lutter contre la corruption. Vous le savez, beaucoup d'initiatives ont été prises donc, dans diverses matières contre le racket. Mais aujourd'hui,
il est clair, il faut le constater, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons demandé à une assemblée d'experts de se réunir à Yamoussoukro. Nous sommes allés faire un constat, un état des lieux, un diagnostic pour savoir concrètement de quel instrument la Côte d'Ivoire dispose pour lutter contre la corruption. Et nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire a besoin de refaire ses textes parce que la législation est diffuse dans le code de procédure pénale, dans le code pénal, et nous n'avons pas encore bien assimilé et intégré donc le substrat en matière de législation que nous prescrivent les conventions internationales, comme Madame Dupnud le disait tout à l'heure dans votre reportage. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire n'a pas d'instrument. Monsieur David Mobio, vous ne pouvez pas me dire en Côte d'Ivoire quel est l'organe principalement qui traque les actes de corruption. Non, ça n'existe pas. Cela n'existe pas. Donc le pouvoir traquer la corruption, malheureusement, est diffus. Et cela, parfois, peut conduire le président à être obligé de prendre quelques mesures exceptionnelles pour essayer vraiment de mettre un coup d'arrêt à certaines pratiques. Alors donc, Yamoussoukro, c'était pour vraiment définir le type d'institution et le type de loi, n'est-ce pas, pour combattre efficacement, oui. Exactement. À Yamoussoukro, nous sommes allés, effectivement, pour travailler à cela. Donc la première chose, il en est sorti des recommandations concrètes. La première recommandation concrète, c'était de faire vraiment un constat sur le substrat législatif que nous avons en matière de lutte contre la corruption. Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas de loi efficace. Bien entendu, sur les instructions du chef de l'État et avec son engagement personnel, certains textes sont en train d'être examinés par le Conseil des ministres. Parce que c'est toute une batterie de textes. Il y a le texte sur la corruption, mais il y a quand même des infractions connexes à la corruption comme le blanchiment, pour lequel blanchiment d'argent, on a un texte depuis quelques années, comme l'enrichissement illicite, qui a la capacité d'avoir son petit copain de quartier ou s'enrichir du jour au lendemain sans que ni sa fonction, ni le travail qu'il assume, ni l'activité qu'il assume ne puisse justifier vraiment du niveau de son revenu immédiatement. Donc ce texte, nous l'avons élaboré également. Et il y a les principes moraux qui sont consignés dans une charte éthique et un code de déontologie. Il était nécessaire, tous les pays qui veulent un substrat, un minima, affirmer vraiment des principes de transparence et de responsabilité ont au moins une charte éthique et un code de déontologie des agents de la fonction publique. Ce texte a été fait. C'est un projet de loi que nous avons proposé au gouvernement qui a été porté par le ministre de l'Emploi sur instruction ferme du président de la République. Ces textes sont à l'examen donc au Conseil. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à parachever tout ce dispositif juridique par une loi sur la corruption. Et donc à Yamoussoukro, première recommandation retenue, donc les experts sont tous tombés d'accord autour du secrétariat national de la gouvernance et au renforcement des capacités qu'il fallait relire la loi de 1977. C'est le seul texte qu'on avait qui contenait à peine une dizaine d'articles, dilués dans le code pénal et le code de procédure, et qui ne donnait pas la possibilité vraiment aux magistrats d'avoir une ligne claire en matière de détection et de répression de la corruption. Donc on va extraire toutes ces dispositions et faire une vraie loi consensuelle. La deuxième chose qu'on a retenue, c'est la mise en place donc d'instances, d'organes et d'institutions. Et la première institution que nous allons travailler à mettre en place s'appelle la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption, que nous allons proposer vraiment au gouvernement. Il y a une haute autorité qui risque d'avoir des pouvoirs largement étendus, des pouvoirs de prévention, des pouvoirs de détection, même des pouvoirs de poursuite. Cette haute autorité est spécialisée, va regarder les actes de corruption et décider de s'auto-saisir. Et cette haute autorité, nous ambitionnons de lui donner des pouvoirs si étendus qu'elle ait même un pouvoir d'information sur toutes les institutions de la République. Que ce soit une haute autorité qui puisse quérir donc des documents, des informations et avoir un large pouvoir d'information. Et à côté de cette haute autorité, la dernière, pour parachever l'architecture institutionnelle, nous voulons proposer au gouvernement la mise sur pied d'une juridiction spéciale chargée de la lutte contre la corruption. Relativement, je suis le secrétaire national de la gouvernance, donc j'ai un devoir de vérité. Nous savons la faiblesse de nos institutions judiciaires actuelles. Nous savons les difficultés qu'elles ont à assumer pleinement leur rôle. Nous savons la difficulté qu'elles ont vraiment à assurer leur crédibilité face au public. Il est bon aujourd'hui, et nous savons aussi la complexité vraiment des actes de corruption. Il est bon aujourd'hui que, à côté, en attendant vraiment d'engager un vrai plan de réforme des systèmes judiciaires pénitentiaires, que nous sécrétions vraiment urgemment, donc des institutions judiciaires et un pouvoir juridictionnel étendu et spécialisé vraiment en matière de lutte contre la corruption. Donc voilà les objectifs. Et pour terminer sur ce point, je sais que votre temps est très court, nous allons provoquer la mise sur pied d'un groupe d'experts de haut niveau, nationaux et internationaux, où sera représenté toutes les institutions de la République. Ce sera la deuxième phase. Yamoussoukro, c'était vraiment pour tracer des cadres, des orientations. Maintenant qu'on a une feuille de route, nous avons une feuille de route claire,
nous provoquerons vraiment la mise sur pied d'un groupe d'experts de haut niveau pour procéder à l'écriture article après article des textes, des lois, des institutions et des organes que nous soumettrons à la sagacité du gouvernement pour donner vraiment de la vigueur à la volonté politique du président affichée dans la lutte contre la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Une délégation de l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, a été reçue par le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains. Les échanges ont porté sur la nouvelle vision de l'UGTCI et sa contribution à la réconciliation nationale. Patricia Omo-Etia. Fraîchement élu à la tête de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, Joseph Ebanirin rencontre le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro. Au cours des échanges, le secrétaire général de l'UGTCI évoque ses priorités. Selon lui, il veut redonner à la centrale tout son dynamisme en tant que partenaire social. Concernant les revendications, il indique que toutes les revendications seront soumises aux autorités, car les mandants qui sont dans le public et dans le privé attendent que le gouvernement s'occupe de leurs préoccupations. Notre vision dans le cadre du développement, dans le cadre de la construction, et lui indiquer que nous sommes partants pour être dans la dynamique où l'homme est au cœur du développement, pour être également au centre de la réconciliation. C'est une mission que nous envisageons de conduire et d'avoir l'appui de l'ensemble des partis politiques, bien que nous soyons apolitiques. Car aujourd'hui, la réalité voudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble et qu'ils comprennent qu'ils seront sans doute riches de l'ensemble de leurs différences. Au terme des échanges, plusieurs questions concernant le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, et le SMAG, le salaire minimum agricole garanti, ont été évoquées. Le secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, Joseph Ebanirin, est persuadé qu'avec des procédures et une gestion transparente, l'UGTCI jouera un rôle important dans la relance économique. La Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire, société éditrice du quotidien Fraternité Matin, a un nouveau conseil d'administration, toujours présidé par Madame Viviane Zounon-Kipré, reconduite à la tête de ce nouveau conseil. La nouvelle compagnie aérienne ivoirienne appelée Air Côte d'Ivoire a décollé hier pour la première fois de façon officielle en présence des autorités ivoiriennes. Noël Niagno. Une semaine après avoir reçu l'onction du peuple de Côte d'Ivoire à travers son président Alassane Ouattara, Air Côte d'Ivoire a pris son envol. Pour ce vol inaugural, destination Dakar en aller-retour, avec comme passagers le staff managérial de la compagnie, le patronat, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, les agences de voyage, leurs invités, les partenaires de tous les instants, les journalistes, les observateurs. Objectif, découvrir l'avion dans toutes ses dimensions, confort de voyage et autres. Un bémol tout de même, la ponctualité. Les excuses pour ce premier vol sont de mise. 2h30 après, Dakar, aéroport Léopold Sédar Senghor, un comité d'accueil à la dimension de l'événement. Puis, cap est mis sur l'hôtel Tereboubi, à environ une vingtaine de minutes de l'aérogare, pour le déjeuner d'affaires grandeur nature. Les partenaires dakarois n'ont pas boudé leur plaisir pour saluer l'événement avec quelques souhaits et surtout une satisfaction. Nous voulons travailler ensemble, Sénégal Airlines et Air Côte d'Ivoire, main dans la main, c'est une consoeur, et essayer de fédérer nos forces dans une concurrence saine et loyale et gagnant-gagnant où personne ne doit perdre. Au menu du déjeuner, des éclairages sur les ambitions de Air Côte d'Ivoire, être une compagnie qui a su s'inspirer du passé pour construire l'avenir. Alors Sénégal Airlines, on est en train de discuter si on peut s'entendre pour harmoniser les horaires, parce que Sénégal Airlines, ils ont opéré maintenant depuis pratiquement 2 ans, et c'est une compagnie qui est établie. Nous, on arrive et il faut qu'on se départage le marché pour optimiser l'horaire, pas que les deux compagnies volent pratiquement dans la même phase d'horaire. Qu'il y ait une compagnie le matin, une l'après-midi, le soir, c'est comme ça qu'on peut s'entendre. Le président de la Fédération des agences de voyage d'Afrique est du même avis. Mieux, il fait des suggestions. Que la compagnie Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui nous permet d'être là aujourd'hui, ne soit pas éphémère.
ne soit pas c'est quelque chose qu'on jette et qu'on ne produit plus. Ces suggestions sont partagées par les partenaires ivoiriens. L'envol est pris et se poursuivra par un autre vol inaugural le 7 novembre sur Libreville, quand le démarrage des activités commerciales est prévu pour le 12 novembre. C'est la page consacrée à la contribution des artistes, chanteurs et musiciens dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ces artistes parcourent l'intérieur du pays depuis quelque temps avec un seul message, le pardon, la tolérance et la paix. Une caravane qui marque une pause suite au décès d'un membre de la délégation. Il s'agit de l'artiste Juan Pierre, ingénieur de son. Et nous allons parler donc de l'artiste avec Frédéric Ewi Mewe, l'artiste chanteur qui est en direct avec nous. Bonsoir Mewe. Bonsoir. C'est la tristesse, on le sent. Parlez-nous un peu de l'artiste. Écoutez, je souhaiterais au préalable adresser mes sincères condoléances à la famille éplorée, particulièrement à ses parents, son épouse et ses enfants, et vous dire que Pierre est un grand homme et il nous l'a prouvé sur cette caravane. Pierre était très affaibli par une maladie et il sortait d'une opération chirurgicale. Et quand on a fait le point avant la tournée, on lui a posé la question de savoir s'il pouvait aller jusqu'au bout. Il nous l'a confirmé, il a dit j'irai jusqu'au bout, ça va, il n'y a pas de souci. C'est une preuve de courage, c'est une preuve d'envie de ce grand monsieur de se sacrifier pour cet effort de paix, pour aller au bout de la caravane pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, Dieu a le dernier mot. Il a souhaité le rappeler à lui ce matin. Merci encore de me permettre de lui rendre hommage de façon solennelle. Alors, mais oui, qu'est-ce qui est prévu pour la suite Écoutez, à l'image de son courage et de son envie d'aller jusqu'au bout, parce que jusqu'à l'étape de mort, on lui demandait si ça pouvait aller, il a dit sans souci, il n'y avait pas de problème. À son image, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. La caravane est à son avant-dernière étape. C'est à Bangourou. Et nous prestons ici demain. Et on va terminer à Abidjan samedi prochain. Ça sera l'occasion de lui rendre hommage. Déjà à Bangourou demain. Et puis à Abidjan samedi. Voilà. Ok, merci. On sent cette tristesse et bon courage à Frédéric. Oui. Merci infiniment et que son âme repose dans la paix du Christ ressuscité. Merci. Merci. Alors, cette caravane s'est poursuivie. Nous allons maintenant écouter Tikendia qui parle de la mobilisation. C'est plutôt d'accord. Alors, nous allons peut-être bientôt terminer cette édition. Mais avant de refermer ce journal, nous vous proposons quelques informations brèves avec tout d'abord les dispositions prises par la communauté internationale pour la reconquête du nord du Mali. Lentement mais sûrement, le Mali prépare l'intervention armée dans le nord, occupé par des rebelles et des islamistes. Des experts militaires africains, européens et onusiens sont à Bamako pour mettre au point l'opération. La guerre est inévitable. Dans tous les cas, comme on l'a dit, on le dit toujours, toutes les guerres se terminent toujours autour d'une table de négociation. L'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine et même l'Algérie travaillent sur un plan d'action. Plan qui doit être présenté à l'ONU fin novembre. L'une des priorités, remettre à niveau l'armée malienne, sous-équipée et démoralisée par sa débâcle dans le nord. À l'entrée du palais de justice de Kigali, le public passe à la fouille. La Haute Cour de justice condamne Victoire Ingabire pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et pour négation du génocide. La collusion avec la rébellion Hutu des FDLR, qualifiée de terroriste par Kigali, est donc reconnue pour elle et 4 co-accusés.
Déçus par l'échec de la trêve de l'Adha, l'émissaire de l'ONU et la Ligue arabe pour la Syrie étaient mercredi à Pékin pour demander à la Chine un rôle actif dans une solution à la crise syrienne. Lakhdar Brahimi mise sur le fait que Pékin, jusque-là aligné sur le veto russe, démente formellement prendre position pour Damas. Difficile en effet de soutenir un pouvoir qui a franchi une nouvelle étape en faisant bombarder pour la première fois un quartier de sa capitale par ses propres avions. Une manière pour Bachar al-Assad de rappeler que son régime reste prêt à sacrifier sa population, voire à détruire la ville sur sa propre tête pour éviter de perdre le pouvoir. Les braises s'éteignent à peine dans la centaine de maisons calcinées du Queens. Les habitants du New Jersey ont toujours les pieds dans l'eau et les pistes d'atterrissage de l'aéroport new-yorkais de LaGuardia ressemblaient mercredi matin à une gigantesque piscine. Plus de 24 heures après le passage de l'ouragan Sandy, le nord-est des États-Unis est toujours dévasté et tout le monde fait le même constat, on n'avait jamais vu ça. Après ce journal, vous aurez la déclaration du président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema, déclaration relative au cinquantenaire de la BCEAO. L'événement sera célébré la semaine prochaine à Dakar, la capitale du Sénégal. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité communique le jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signatures de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé, mais surtout payé. Fin de cette édition, bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.